Président Maniga, bonsoir et merci d'être notre invité ce soir. Écoutez, c'est un plaisir. Vous savez bien, c'est mon deuxième entretien avec Télé 13. C'est donc que j'y reviens avec plaisir. Nous allons parler de votre livre La crise haïtienne contemporaine. On en a besoin. Vous allez pouvoir nous dire qu'est-ce qui se passe dans ce pays. Je vous cite. De la vie générale, ce pays est fini en admettant même qu'il ne devienne la propriété des États-Unis. Il y a 100 ans, c'est un rapport de la légation de France au Quai d'Orsay. C'est la situation actuelle aujourd'hui encore. Vous pensez qu'il y a un risque que ce pays ne devienne une étoile en plus dans le drapeau américain? Ce risque me semble écarté, non pas par suite d'une résistance haïtienne, mais simplement parce que j'ai l'impression, d'après l'analyse des documents, que ce n'est pas dans le plan américain régional. Les États-Unis ne cherchent pas une annexion territoriale, ils veulent consolider une hégémonie régionale qui n'a pas nécessairement besoin d'une annexion territoriale. Donc on n'a pas besoin de nous. Bon, écoutez, c'est pas qu'on n'ait pas besoin de nous, on a besoin de nous sous la forme d'un pion, un instrument ou sur l'échiquier régional. Mais on n'a pas besoin de nous dans le sens qu'on veut extirper nos ressources et pour mieux les faire, il faut nous contrôler politiquement. Non, il suffit de nous contrôler politiquement sans une annexion territoriale. Et les Haïtiens seraient prêts? Écoutez, je ne dis pas que les Haïtiens seraient prêts, parce que ça signifierait un consentement. Je dis que malheureusement, la situation actuelle n'est pas de prévoir une résistance suffisamment solide pour dissuader l'Américain de le faire. Mais il est clair que je ne pense pas du tout moi-même que l'opinion haïtienne est orientée vers une annexion vers les États-Unis. Je suis de ceux qui ne le croient pas. Président Maniga, toujours pour citer le rapport de la légation de France paru dans votre livre que vous avez rapporté, vous dites « Jamais les mœurs gouvernementales ne furent dans un tel état de décomposition, parlant des membres du gouvernement de Florville-Hippolyte. » C'est le cas aujourd'hui encore. Absolument. Absolument. Vous savez, la crise de 1896-1915 est véritablement la répétition générale de la crise d'aujourd'hui. Et la seule différence qu'il y a, c'est que de 1896 à 1915, toutes les manifestations de la crise d'aujourd'hui étaient déjà là. Mais c'était simplement la crise de la fin d'un système traditionnel qui devait changer face à la première pression sérieuse de la modernisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la même crise, mais à un autre niveau, à un niveau, je ne dirais pas supérieur, hélas, à un niveau inférieur, c'est-à-dire que nous avons la crise de la décomposition finale du système traditionnel, face à une impuissance jusqu'à présent d'entrer dans la société moderne. Nous allons y arriver, Président Maniga. Vous dites à la page 9 de votre livre, de François Duvalier, et retenez bien, à Jean-Baptiste Aristide. C'est une erreur? Oui, c'est une erreur. C'est une erreur. C'est une erreur. Ce n'est pas parce que vous regardez Aristide de haut ou de loin. Oh non, je ne regarde personne de haut et j'essaie de ne regarder personne de loin. Vous ne pensez pas que ça pourrait être le cas entre vous et Aristide? Mais de bonnes relations. Je ne l'ai jamais rencontré. Vous le connaissez personnellement? Non, je ne le connais pas personnellement. Alors je ne connais ni Aristide ni Préval personnellement. Vous dites à la page 9, de François Duvalier à Jean-Bertrand Aristide, donc, puisque vous admettez l'erreur, plus cela change, plus c'est la même chose. C'est quand même grave, cette dynamique du recul que vous identifiez, que vous diagnostiquez. Oui, écoutez, je vais essayer d'expliquer très brièvement le problème. Nous sommes arrivés, avec Duvalier, nous sommes arrivés à la fin de l'ère où il était encore possible de tirer quelque chose de positif du système traditionnel. Il fallait changer. Duvalier l'a saisi. Hein? Il a saisi qu'il fallait changer, et mieux, il a saisi qu'il fallait changer avec les masses paysannes. N'oubliez pas sa campagne électorale. Cette campagne électorale s'adressait aux masses paysannes de Marie Baroud, etc. C'était à dessein. Et quand il a été au pouvoir, il a utilisé, disons manipulé, les masses paysannes à l'intérieur de Port-au-Prince pour montrer qu'il y avait un changement à cet égard, qu'on allait vers les paysans. Il a senti la nécessité du changement et l'orientation de ce changement. Mais il est tombé dans un piège que peut-être sa nature même d'homme préparait. Il est tombé dans le piège de la dérive fascistoïde. C'est-à-dire qu'il a durci une attitude pour masquer son impuissance à résoudre le problème fondamental. Nous avons donc eu une première avalanche, et je le dis dans le livre, l'avalanche de loi, parce que Duvalier a été une terreur. On a même appelé Duvalier un cyclone à cet égard. Mais attention, quand Duvalier a échoué, et qu'il fallait cette fois-ci trouver la voie de la modernisation, on est tombé dans une deuxième dérive.
Mais cette fois-ci, là, et le populisme gauchiste a trouvé son expression dans le mouvement Lavalas, qui est devenu un mouvement anarcho-populiste. Résultat, là encore, le peuple se rend bien compte. Maintenant, tout le pays se rend compte, on n'a pas trouvé la solution à la crise de décomposition du système, c'est-à-dire la voie, l'exit, comme on dit maintenant aux États-Unis, de la part de ceux qui reviennent ou qui y vivent, l'exit vers la modernisation. Donc on a raté l'exit une fois de plus. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons, maintenant, après l'échec des deux dérives, l'une de droite, ou en tout cas fascistoïde, l'autre de gauche, ou en tout cas anarcho-populiste, il nous faut maintenant, l'heure est arrivée pour nous de trouver la vraie sortie. Et c'est la raison pour laquelle nous travaillons. Est-ce que l'échec de Duvalier, l'échec d'Aristide, les difficultés de Préval, les difficultés que vous avez connues au pouvoir, est-ce que ça ne traduit pas de préférence la très faible marge de manœuvre que détient un président dans un pays aussi pauvre, aussi démuni comme Haïti? Oh, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est le contraire. Mais oui, c'est le paradoxe d'Haïti. Un président peut facilement mésuser ou abuser de son pouvoir quand ses pouvoirs sont immenses. Avec quels moyens? Même quand, attention, les moyens sont à la hauteur du pays. Comprenez bien, un président d'Haïti, même avec la Constitution de 1987, quand on fait une grosse erreur sur la Constitution de 1987, nous y reviendrons peut-être au cours de l'entretien, même avec la Constitution de 1987, un président haïtien a d'énormes pouvoirs, non seulement des pouvoirs constitutionnels, et de la pesanteur historique et de la psychologie sociale. Vous savez que des gens, j'ai fait l'expérience au pouvoir, nous avons un Premier ministre qui est chef du gouvernement, mais les gens n'étaient pas satisfaits avant d'avoir vu le président ou d'avoir eu le mot du président. Si je commettais l'erreur, je dis bien l'erreur, et attention, ça va paraître drôle, je commettais l'erreur de dire mais ça relève du Premier ministre, il me regardait en me disant on ne comprend pas. D'accord, c'est dans la culture haïtienne. Mais oui. Je parlais de moyens dans le sens de capacité, moyens économiques. Oh, les moyens économiques, écoutez, vous savez, là encore, il faut au président. Ce pays est exsangue, dit-on. C'est attendu, mais la plupart des gouvernements qui passent trouvent quand même de l'argent, hein, et de l'argent, malheureusement, pour l'orienter vers autre chose que les dépenses de biens communs. Comprenez bien, le problème d'Haïti revient à une chose extraordinaire que je n'aurais jamais admise en principe au départ, vient de la qualité des hommes, et non pas de la correction des institutions. Parce que c'est ça le gros problème ici. On a beau avoir des institutions correctes, tant qu'on n'a pas la qualité d'homme pour faire le jeu institutionnel dans le sens du bien commun, on va à l'échec ou on reste à la stagnation. C'est ce que nous constatons. Vous parliez de mon gouvernement. Vous soulevez là un point. Excusez-moi. Président, vous permettez. Oui. Vous soulevez là un point important. Au pouvoir, vous étiez l'un des premiers à admettre qu'en Haïti, il y a très peu de ressources humaines valables. Alors, partant du principe que ce sont les hommes qui font les choses, sans ces ressources humaines valables, où est-ce qu'on peut aller? Entendons-nous. Quand je dis ressources humaines valables, j'entends deux choses. Ce n'est pas seulement la compétence. L'ignorant ne peut résoudre les problèmes complexes de gouvernement d'un pays dans le monde d'aujourd'hui. Les compétences ne coupent pas les rues dans ce pays. C'est entendu. Mais c'est pire encore. C'est les compétences alliées à l'honnêteté, car quand les compétences s'associent à la corruption, ce pays meurt plus vite, car on est des hommes intelligents et compétents qui savent comment rendre ce pays exsangue et moribond. C'est la raison pour laquelle, quand nous parlons de ressources humaines, c'est la compétence alliée à l'intégrité. Oh, je vais dire une chose. Dans ce pays, ce qu'on a réussi à faire, c'est marginaliser les hommes compétents et les hommes de bien, les hommes de savoir et de bien en même temps. Mais attention, je vais plus loin encore. Non seulement on les a marginalisés, mais on les a intimidés. Le système les a intimidés. Aujourd'hui, quand on a un homme de bien, un patriote, un homme compétent, qu'on approche pour le service public, il vous dit, oh, je ne vais pas rentrer dans le bagage ça. Oh, mon cher, ah non, je ne vais pas dans le bagage ça. Et pourtant, c'est une exigence de bien commun. Le pays ne sera pas sauvé tant que nous n'aurons pas au pouvoir une équipe d'hommes compétents, intègres, avec le sens du bien commun et patriotes. Parce que, écoutez, les gens confondent. On parle de nationalisme qui deviendrait désuet. Je pourrais discuter, nous n'avons pas le temps. Parce que le nationalisme n'est pas désuet. Une forme de nationalisme.
qui s'assimilerait à un chauvinisme, à un sens étroit des choses, à un renfermement sur soi, etc. C'est évident que c'est condamné avec le monde d'aujourd'hui. Mais pas tout nationalisme. Mais par contre, il y a une chose qui demeure plus satisfaisante, féroce que sont les relations internationales d'aujourd'hui, c'est le patriotisme. Ah, attention. Il faut des patriotes au pouvoir, c'est-à-dire des gens qui soient capables de faire passer leur intérêt privé après l'intérêt national, quand l'intérêt national est la loi suprême. Alors c'est à nous à promouvoir l'intérêt national. Ce n'est pas l'Américain qui va le faire pour nous, ce n'est pas l'étranger qui va le faire pour nous. L'étranger peut avoir de la commisération pour nous, peut nous donner une aide, mais c'est à nous à concevoir et à réaliser le bien commun national. Pour cela, il faut être patriote, car dans ce pays, vu l'état de ce pays, si on n'est pas patriote, on abandonne. Président Maniga, ou gagne pile connaissance, ou fait un pile étude, est-ce que soutenons l'autre pays ou pensez au bon meilleur destin? Définitivement. Donc vous regrettez côté vivre en Haïti? Non, ah non, c'est un choix. Je paie le coût de mon choix patriotique. Écoutez, pas plus de j'étais à Paris de ça quelques jours. Eh bien, une excellente amie, condisciple de ma femme, m'a dit, Leslie, mon cher, on a bien pensé à toi. Quand si tu étais français et étais resté en Haïti, c'est toi qui aurais assuré la succession du Rosel. Nicole Condorelli. Jean-Baptiste Durosel. Nicole Condorelli. Mais écoutez, suppose, ça aurait supposé, évidemment, une carrière en France et une carrière de français. Oh, moi, je pouvais faire une carrière en France, mais je faisais une carrière d'haïtien et je suis rentré chez moi. Mais écoutez, il y a encore un autre exemple, Jorge Castagneda. Nous étions ensemble à Paris. Raphaël Segovia, ensemble à Paris, il faut faire les mêmes études. Ils sont arrivés chez eux. On les a promus. Aujourd'hui, ce sont des voix autorisées. Ce sont des hommes. Comprenez-le bien. Nous avons chez nous un problème. On apprécie et ne regrette les hommes de valeur qu'après leur mort. En définitive, très culturel ça. Est-ce que l'État capable à la base de situation de dépérissement, de déliquescence pays ça? C'est un des éléments. Ah, c'est évident. Ce sont les hommes qui font l'histoire. C'est évident que c'est un élément. Comprenez bien. Il y a chez nous... Donc vous avez en Haïti le destin de Raymond Barre en France, vous êtes brillant, mais la politique ne vous aime pas. Je ne dirais pas que la politique ne m'aime pas. Je dis que vous ne réussissez pas. Les gens sont inhibés. Écoutez, on vient de me raconter une chose extraordinaire. C'est qu'on a été quelque part et on a dit, on a proposé la question à quelqu'un. Comment voyez-vous l'avenir d'Haïti? Ah, est-ce qu'il y a du monde? Non, il n'y a personne, il n'y a aucun leader. Voilà la réponse. Si le gars était parti, il aurait dit, voilà, ce type pense qu'il n'y a personne, il n'y a pas de réponse. Mais il lui est venu à l'esprit de dire, mais oh, quoi, c'est vrai, non, tout le monde qui est, pas même un seul autre qui a fait exception. Et à ce moment-là, il dit, ah, il aime d'autres bagages. Même là, je ne vais pas parler de Manigason. Manigason, il n'y a pas. Manigason est extraordinaire. S'il était bon. Mais il ne l'a pas dit comme réponse au départ. Voilà ce qu'il pense au fond de lui. Mais il a simplement dit, ah, non, pour leader, non, pour personne. Alors, on aurait pu dire, tout ce pays, quoi? Non, le pays est inhibé. Il faut bien comprendre une chose. C'est un pays qu'il faut ouvrir. C'est un pays qu'il faut débloquer psychologiquement. Le paysan haïtien désire des choses depuis longtemps, mais il sait qu'il ne doit pas exprimer ce désir. Alors, c'est ça qui nous est arrivé collectivement. Le peuple haïtien aspire à un certain nombre de choses, mais il sait qu'il ne doit pas identifier, personnifier de satisfaire ses besoins. Alors il se contente de dire, non misère, non ceci, pas de solution. Alors qu'au fond de lui-même, il soupire après. C'est ça le problème. Donc il y a ici chez nous un potentiel. Je dis que le travail actuel politique, c'est de rendre ce potentiel qui est latent, de le rendre manifeste. Il y a un capital potentiel. Il faut que ce capital, maintenant, soit investi pour qu'il donne des dividendes. C'est ça le problème haïtien. C'est ça le carrefour où nous amène la crise. Amener les gens à s'engager. Comprenez bien l'ancien système. L'ancien système, c'est que si on est pour A, B passe au pouvoir, il va victimiser tous les partisans de A. Donc, au moment de la campagne, les partisans de A ne vont pas dire qu'ils sont partisans. Personne ne s'identifie. Ah, voilà. Alors comme ça, on ne va pas changer le pays. Ça, c'est clair. Avec une attitude pareille, d'attentisme et d'espoir, mais contenu, refoulé, comprimé, silencieux, on ne change pas le pays. Il faut ouvrir ce pays, comme on ouvre une huître, comme on ouvre une coquille, pour trouver ce qu'il y a dedans. Vous parlez d'une pesanteur historique, le passé présent qui prévaut, qui prédomine la vie dans ce pays. Vous dites Haïti est un conservatoire. Pourtant, vous avez pu déceler 7 grands débats, 7 grands moments. Pourquoi, à votre avis, en dépit de ces 7 grands moments, ça n'a jamais marché? Ah, parce que Haïti n'est pas qu'un conservatoire. Il faut bien comprendre.
Haïti est un conservatoire, c'est entendu, le plus fort conservatoire de la région des Caraïbes. Pourquoi? Parce que nous ayons pris notre indépendance très tôt. Je ne dis pas précoce, je ne dis pas prématuré, je dis très tôt. À partir de ce moment-là, nous avons vécu sur nous-mêmes avec notre propre expérience et nous avons plutôt conservé quelque chose parce que nous étions sur la défensive. Non, on est un conservatoire, mais on est en même temps un laboratoire. Et ce laboratoire n'a pas donné grand-chose. Je vais vous dire, nous y sommes. L'une des vocations que nous avons ratées, c'est cela, c'est en tant que laboratoire. Parce que jusqu'aux indépendances africaines, toute la race noire regardait vers Haïti. Je peux vous le dire parce que j'étais à Paris étudiant, et bien dès que je disais Haïtien, immédiatement, c'était l'attrait, parlez-nous d'Haïti, tous en ouverture, Christophe, votre indépendance, etc. Nous étions un laboratoire et les gens croyaient que nous allions être l'éducateur du tiers-monde indépendant. En réalité, quelques Haïtiens ont rempli ce rôle à titre individuel en Afrique, c'est vrai, avec un bilan positif, avec quelques aspects négatifs, c'est entendu. Mais le rôle qu'Haïti devait jouer, ce phare, cet éducateur du tiers-monde, en tant que laboratoire, nous l'avons raté. Et si bien qu'aujourd'hui, nous sommes le contraire. Nous sommes le contraire, nous sommes l'épouvantail. Mais en même temps, Haïti est aussi, et c'est ça qui est important, Haïti est aussi une combinatoire. Et c'est là où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes à la phase de la combinatoire. Pourquoi? Parce que à travers les éléments d'échec que nous soulignons, je l'ai souligné dans mon livre, vous le rappelez, il y a aussi les éléments d'espoir. Écoutez, au moment où la misère du pays se fait détresse, et une détresse qui va vers la violence, en même temps, vous avez ce que j'ai appelé des attentes de développement modernisateur. Et c'est ça ce pays. Ces attentes sont dans les masses populaires, certains secteurs. Ces attentes où, malgré la détresse, on voit la construction active, faisant mentir un dicton bien connu universellement, quand le bâtiment va, tout va. Ici, le bâtiment peut aller et le reste ne pas aller. Et enfin, on voit cette attente dans la prolifération des banques nationales, des grandes banques haïtiennes. Président Maniga, ma question, les 7 grands débats que vous avez soulevés à la page 36, premièrement, la polémique entre les écrivains du Nord christophien et l'Ouest pétioniste, 1807-1818, 1838-1843. Pourquoi ça n'a pas porté fruit? Mais j'essaie de vous l'expliquer. Nous sommes dans une situation qu'il faut comprendre. Haïti a exploré par l'analyse systématiquement tout son mal. Je dis toujours aux étrangers qui viennent me voir, vous voulez nous aider? Faites moins d'analyse et faites plus de thérapie. Nous connaissons notre mal. À l'heure actuelle, dans les dossiers haïtiens, dans les dossiers étrangers accumulés depuis la première mission en Haïti sous-estimée, le ministre des Nations Unies, on a une connaissance suffisamment étendue du mal haïtien pour être opérationnel à guérir ce mal. Mais alors voici où nous avons un problème. Nous avons un problème dans le passage du conceptuel à l'opérationnel. C'est ça un des aspects du problème haïtien. Même quand quelqu'un vous dit, voilà, je suis pour telle solution, et qu'il puisse trouver les moyens de cette solution, il ne le réalise pas. Maintenant, premier obstacle, il ne réalise pas, c'est le passage à l'opérationnel. Mais deuxièmement, quand il réalise, à cause, ou qu'il essaie de réaliser, à cause du contexte, parce que Haïti n'est pas à la même heure. C'est un pays où les choses ne sont pas à la même heure. Nous pouvons être à midi, là où nous sommes ici, et on est à 4 heures du matin à Maribarou. Attention, notre fuseau horaire est un fuseau économique et social, est un fuseau particulier, car nous avons diverses heures dans le pays. Nous allons plus loin, je l'ai écrit, nous avons divers âges. Certains, avec leur antenne parabolique, avec l'Internet, etc., sont déjà à la porte du 21e siècle. D'autres n'ont pas franchi le Moyen-Âge. Et c'est ce décalage. Dans ce même pays. Si bien que, alors voici le problème, si bien que quand on tente quelque chose, dans un contexte général, qui est un contexte de déliquescence et de délabrement, ce petit joyau devient un îlot dans un océan d'arriérisme, et résultat, ou bien cela échoue, au bout de quelque temps, on est découragé, on abandonne, on n'a pas le support logistique nécessaire, ou bien on devient une enclave moderne dans un contexte arriéré. Et c'est ça Haïti. Regardez Haïti, quand des étrangers viennent, si on veut prendre des vues, si on veut regarder certains segments de la population, on dit, mais c'est un pays moderne.
car il y a des enclaves de modernité. Mais quand on regarde l'ensemble, c'est un pays arriéré. Il y a donc un problème de synchronisation. Je le disais, il faut amener à Haïti un état de synchronisation avant de penser à ce qu'on appelle la synergie, c'est-à-dire véritablement cette espèce d'effort collectif, cette espèce de transformation, de transfert d'énergie pour aller ensemble. Il faut d'abord synchroniser. Il faut donc mettre fin à ce système de cassure sociale exagérée, et nous l'avons écrit, nous, avant Aristide, inacceptable. Donc c'est la raison pourquoi vous référez brusquement à Aristide? Ah, parce que... Il est important? Non, bien sûr, Aristide est important. Bien sûr. Oh, écoutez, qui est-ce qui sous-estimerait l'importance d'Aristide? Écoutez, même si le bilan est négatif, il faut comprendre pourquoi Aristide a surgi. Aristide n'a pas été un produit comme une savonnette lancée sur le marché. Aristide a surgi des entrailles du système traditionnel moribond. C'est pour ça qu'il n'a pas réussi? Bon, il n'a pas réussi pour autre chose. D'abord pour des raisons personnelles. L'individu, face à la tâche, face exactement aux exigences de la tâche. Ensuite, son équipe. C'est évident. Son idéologie, une idéologie destructrice. Il faut bien comprendre. Le Haïti est né grâce à la destruction. Et nous avons donc un héritage psychologique qui est la destruction positive. Comprenez bien, vous aviez un système colonial qui était prospère, mais tellement injuste et inacceptable qu'il nous a fallu le détruire pour exister, pour accéder à la liberté extraordinaire. Mais depuis lors, nous avons gardé dans notre subconscient collectif, non pas l'idée parce qu'elle n'est pas claire, mais c'est un réflexe que c'est par la destruction que nous pouvons avancer. Regardez ce qui se passe à chaque changement de gouvernement. Regardez ce phénomène du déchoucage que certains ont loué. Je me rappelle un journaliste, je tairai son nom parce que je ne peux pas faire de polémique inutile. Un journaliste est arrivé à Washington et m'a dit « Ah, la belle chose d'Haïti maintenant s'appelle déchoucage ». Et il avait un air ravi, la délectation. Mais le déchoucage, c'est la destruction. Écoutez, vous déchouquez une maison, ok, qu'est-ce que vous faites? Vous faites qu'assouvir un désir, un ressentiment, une vengeance. Cette maison, transformez-la en un bien public. École, dispensaire, lieu de récréation, etc. Mais nous croyons que c'est en détruisant que nous avançons, parce que nous avons l'image du mal qui prédomine, et pour avancer, il faut se débarrasser du mal. S'affranchir du mal, c'est détruire le mal. Président Maniga, vous dites que de Papa Pétion à Papa Doc, le système a très peu changé, pour ne pas dire qu'il n'a pas changé du tout, ou presque pas du tout. Est-ce que je dois poser la question sous l'une de ces trois formes? Premièrement, on a donc les chefs qu'on mérite, ou bien dois-je me référer à l'euphémisme de Marc Bazin, ce phénomène de tchoulisation, c'est-à-dire nous rester avec blanc de plus en plus, donc quand il n'y a pas qu'à marcher, nous pas résister sous lui, ou encore, est-ce que je dois me référer à votre livre, dans lequel vous dites, c'est le complot contre la qualité. On a dit, Tribune Populaire, c'est un journal, vous le dites dans votre livre, le 27 juin 1902, a osé écrire, devrais-je dire, que Firmin est trop instruit pour ce pays. Alors, de ces trois, vous vous référez à laquelle de ces trois approches? Je penche évidemment pour la troisième, et que j'ai essayé d'illustrer dans mon livre, mais la troisième n'est pas exclusive d'autres explications. C'est évident. Non, mais si nous prenons le phénomène presque à l'état pur, c'est-à-dire le phénomène de Papa Pétion à Papa Doc... La troisième renvoie à la première, on a les chefs qu'on mérite. Non. Non? Non. Je voudrais faire une grande distinction ici, je le fais rarement, entre ce qui concerne Haïti et ce qui concerne l'extérieur, car ce que je disais tout à l'heure à l'intérieur d'Haïti est valable aussi. Nous ne sommes pas à la même heure que l'extérieur. Il y a d'une part, en politique, des dictons éternels, c'est-à-dire des dictons à valeur humaine. Il y a d'autre part, des dictons qui viennent de l'expérience concrète des hommes et qui donc changent d'une expérience à l'autre. Je ne crois pas que le peuple haïtien a les dirigeants qu'il mérite. Je crois que les dirigeants haïtiens, traditionnellement, savent exploiter les tares, les failles et l'impuissance des secteurs valables de la population pour imposer un système antinational. C'est-à-dire pour avoir un gouvernement contre la nation.
Mais je ne crois pas que le peuple haïtien mérite cela. Au contraire, moi j'ai écrit, je l'ai dit à plusieurs reprises, le peuple haïtien mérite mieux. Seulement, entendons-nous. Il n'a pas toujours Il y a, trouvé mieux. non, il n'a pas ce qu'il mérite. Mais entendons-nous cependant. Le dicton n'est pas absolument faux à 100%. Je dis que je le récuse pour Haïti par souci de justice et de vérité. Mais cependant, il y a des situations extraordinairement dures dont on ne se sort pas sans courage. Or, je ne veux pas accuser, Allez, mais je veux constater. accusez un peu. Non, je ne veux pas accuser parce que c'est pas en accusant qu'on mobilise les gens. Moi, je veux mobiliser les gens. Ah d'accord. Comprenez bien. Mais je dis ceci. Mais dites-leur la vérité. Non, la vérité, oui, je ne fais que cela, dire la vérité. La vérité, c'est que il manque un peu de courage dans l'engagement haïtien. Les Haïtiens savent ce qu'ils veulent. Ils ne se battent pas assez pour cela. Ils ne s'engagent pas eux personnellement au péril de leur vie. Écoutez, chaque année nous célébrons Vertière. Mais est-ce qu'on tire la leçon de Vertière? Comment gens, tout le monde apprend au hommage, au courage du peuple haïtien? Écoutez, C'est démagogie? écoutez, non, c'est pas démagogie. Il y a courage et courage. Il y a le courage quotidien dans la lutte pour la survie. Il n'y a pas de meilleur exemple que le paysan haïtien, que le peuple haïtien. Courage de chaque jour dans la lutte pour la survie. Moi, je dis chapeau. D'ailleurs, à Paris, je viens de le dire, Haïti Observatoire l'a rapporté, je dis je m'émerveille devant ce courage. La victoire d'Aristide est quand même due au courage du peuple haïtien. Mais cependant, oh mon ami, si vous voyez d'une part la part de, disons le mot, de lâcheté, de méchanceté, de cynisme face à ce phénomène qui explique qu'il est réussi aussi facilement. Et deuxièmement, si vous voyez la part de l'étranger, ce qui est le nouvel aspect de la vie politique haïtienne. Nous avons toujours été un petit pays dépendant, c'est-à-dire que nous avons toujours connu l'hégémonie française, anglaise pendant très peu de temps, allemande tentée sans réussir, américaine. Mais jamais nous n'avons eu cette dépendance politique qui entre jusque dans les mécanismes de fonctionnement du système politique haïtien. Jamais. On nous imposait un dictat. Nous faisions face à des refus. À ce moment-là, par exemple, sous-estimé, remis compte, parce qu'on n'avait pas pu avoir ce qu'on voulait obtenir. Mais maintenant, ce n'est pas ça. On n'a même pas l'âge de le remettre compte quand vous n'avez même pas la chance de faire un remis compte. Comprenez bien. C'est votre principal reproche à Aristide et à Préval, par exemple, aujourd'hui? Ah, écoutez, si le mouvement Lavalassien, cette mémise de l'étranger, si le mouvement Lavalassien, partant de l'idée juste qu'il y a trop d'injustice sociale dans ce pays et qu'il faut redresser la société haïtienne par une politique de justice distributive dans toute matière de développement, eh bien écoutez, si ce mouvement avait réussi sur la scène politique haïtienne à imposer cette nouvelle vision équitable pour le développement, personnellement j'aurais applaudi. Car n'oubliez pas que non seulement les thèmes de justice sociale, mais même certaines approches pour la justice distributive, nous les avions proclamées bien avant Aristide. Seulement, quand il faut réussir un changement qu'on annonce, qu'on ne fait pas d'ailleurs, à partir de l'étranger, grâce à l'étranger, on tombe dans une double erreur. La première, c'est l'erreur nationale. C'est le patriotisme dont nous parlons. C'est à nous à nous occuper des affaires du pays. On doit nous aider, oui, nous sommes dans une situation d'aide, mais ce n'est pas aux autres de nous imposer des solutions. Quand on impose une solution, elle ne marche pas. On le voit. C'est la première erreur. La deuxième? Mais la deuxième erreur, c'est que, écoutez bien, Haïti est dans une telle situation, avec une telle histoire, je ne veux pas en faire un cas à part, que je dis que la solution haïtienne, l'étranger n'a pas, premièrement, l'intelligence du cas haïtien. Il est intelligent généralement. L'intelligence du cas haïtien dans sa spécificité. Deuxièmement, l'étranger n'a pas un intérêt suffisant. Parce que si l'étranger doit résoudre le problème haïtien, l'étranger doit y mettre ses meilleurs techniciens, ses meilleures techniques, ses meilleures ressources, quand nous sommes un cas à la limite du désespoir. L'étranger ne mettra pas ses meilleurs. Écoutez, regardez ceux qui s'occupent d'Haïti. Je ne veux pas les discréditer, mais je dis que c'est
au niveau modeste qui correspond à notre rang. C'est à nous à mettre en œuvre nos meilleurs techniciens, et nos meilleurs techniciens sont de classe internationale. Entendez-le bien. C'est ça le problème. C'est ça que les Haïtiens n'arrivent pas à réaliser dans leur psychologie. C'est que les meilleurs techniciens haïtiens sont de première classe internationale. Autrement dit, si nous arrivons à faire un régime où ce sont les meilleurs techniciens haïtiens qui, au service du bien commun, étudie, analyse et suggère les décisions que le peuple doit approuver, à ce moment-là, nous sommes de la bonne voie. Tandis que quand c'est l'étranger, il a des solutions toutes faites. Il étudie les problèmes rapidement, il dit voilà, c'est telle catégorie, et il vous apporte tel remède. Mais ce n'est pas la solution dont le pays a besoin. Il y a une double erreur. Et enfin, une troisième erreur qui vient de la psychologie. Parce que là, nous avons un grave problème. Nous vivons dans un monde, non seulement d'inégalité économique et sociale, mais d'un monde, disons-le, d'inégalité ethnique. Il y a dans ce monde d'aujourd'hui la prééminence de la civilisation occidentale et donc la prééminence du blanc. Ce pays noir, je ne veux pas mettre la question raciale en avant, non, mais je fais une constatation. Ce pays noir, à l'origine créé comme une nation noire, ce pays a majorité de nègres. Ce pays a besoin d'avoir non seulement confiance en lui-même, mais confiance dans sa dignité, comme ce fut le message de l'indépendance. Or, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Quand on laisse l'étranger, non pas nous aider, ce qui est nécessaire, mais nous dicter la solution, gouverner à notre place, eh bien, on accrédite dans la psychologie collective haïtienne, ce qui est hélas le cas dans le peuple, dans une partie du peuple, que c'est le blanc qui va venir sauver ce pays. C'est le blanc qui détient les clés de la rédemption d'Haïti. C'est le blanc qui peut développer le pays, etc. Et ainsi, on incruste davantage encore un complexe de féodalité qui peut exister à l'origine. Nous autres, ce que nous disons quelque chose de très simple. C'est que Haïti peut être le lieu où le noir haïtien, sans complexe, ni d'infériorité, ni de supériorité, sans attitude, ni de méfiance, ni de racisme, tout à fait naturellement coopère avec l'étranger, quelle que soit sa nationalité, à la recherche du bien commun haïtien, à condition que ce soit bien sûr prioritairement l'haïtien qui conçoit, qui pense et qui finalement décide. Vous êtes un monsieur généralement modéré. Vous faites une déclaration plutôt sévère envers les dirigeants actuels. Je vous cite: ceux qui font l'histoire à l'heure actuelle ne savent pas tous ni toujours l'histoire qu'ils font. C'est très grave. Et en plus, vous ajoutez: et ils ne savent pas non plus l'histoire qui va clairement dans le sens du plus grand bien au plus grand nombre et de l'intérêt national. Mais écoutez, je vais prendre un exemple. Son bon nègre peut juger pour... Non, vous savez, nous autres, c'est pas, nous ne pensons pas en ces termes. Vous savez, nous pensons à trouver le chemin du salut haïtien. S'ils ont pour tâche... Mais ils ont erré. S'ils ont pour tâche... Ils ont erré et ils errent. Et ils errent, je dis, parce qu'ils ne savent pas l'histoire qu'ils font. Je vais vous montrer un exemple. Donc on devrait citer l'autre, je ne sais, Lamartine, qui disait déjà: l'ambition pour laquelle on n'a pas les moyens est un crime. Je vais plus profondément dans l'affaire. Je vais plus profondément. Voyez, ils ont choisi, voyant que l'obstacle pour eux était américain, à cause de leur trajectoire, de leur idéologie. Ils ont choisi de passer par l'américain pour reconquérir leur pouvoir et pour continuer à gouverner. Et nous sommes dans une situation où ils ont besoin de l'étranger simplement pour rester au pouvoir. D'où la demande de renouvellement de la MINUA. On ne sait pas quand est-ce que ça s'arrêtera. Bon, de prolongation. Mais moi, je vais vous dire une chose. Quel est le problème d'Haïti à l'heure actuelle? Le problème d'Haïti est de répondre, en particulier, je prends un thème, à 4 défis. Et vous allez voir pourquoi, quand on va par la soumission à l'Américain, on compromet l'avenir national. Alors qu'il faut plutôt négocier avec l'Américain à partir d'une position nationale. 4 défis. Le premier défi, ouvert, visible, c'est le défi de la modernisation. Jusqu'aux années 60, la modernisation pouvait être selon le modèle européen. Jusqu'aux années 60. Mais depuis les années 70-80, la modernisation est de type américain. Ce qui signifie que la modernisation signifie dans une large mesure américanisation. Un. Deuxième défi que nous avons après la modernisation, c'est le défi de la mondialisation. Or, le défi de la mondialisation, il est américain. Toute mondialisation aujourd'hui se fait
à l'heure américaine. Même en France, même en Europe, on voit que la mondialisation, c'est l'américanisation. Deux. Troisièmement, nous avons le défi de la privatisation. Privatisation qui est une donnée universelle, qui chez nous est une imposition, un diktat. Or, la privatisation, c'est quoi? La privatisation, c'est l'américanisation. S'il doit y avoir un capital pour moderniser la téléco, les DA, etc., ce sont des capitaux américains qui sont en première liste. Et enfin, nous avons le défi de la continentalisation de l'ALENA. Ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une association États-Unis, Canada, Mexique, qui s'est déjà constituée, qui s'appelle l'ALENA. Or, cette association va s'étendre sur tout le continent jusqu'en 2005, l'échéance 2005. Donc, le reste de l'Amérique latine va entrer dans ce système, le bloc économique dirigé par les États-Unis, c'est-à-dire encore l'américanisation. Vous avez 4 défis objectifs qui sont devant vous, et les 4 orientent vers l'américanisation. C'est ce que j'appelle les 4 roues motrices du véhicule de l'américanisation. Donc, quand vous avez déjà ces 4 défis auxquels vous devez répondre, et dont vous devez essayer de tirer parti pour l'intérêt national en réduisant le coût, en réduisant les risques que vous choisissez pour être au pouvoir, rien que pour être au pouvoir, de vous soumettre totalement à l'américain, vous voyez quelle forme d'américanisation vous allez avoir. Mais c'est ça, c'est très grave pour l'avenir national, c'est très grave pour l'avenir collectif. Président Maniga, oui. Souté au pouvoir, pour ta kembe pouvoir, ça n'est pas fait là, ou pas ta fait. Ah non. Ah non! Ou pas demander pour minuit à prolonger, non? Ben, écoutez, nous n'avons même pas trouvé dans une situation pour minuit à pour le prolonger. N'oubliez pas que nous avons pris position, nous, dès le départ, contre la mi-civile, ensuite contre la minuit. Nous avons pensé... Même si votre pouvoir était menacé. Écoutez, je vais vous dire une chose. Parlons en termes réalistes. C'est ce qu'on n'aime pas avec nous. L'Américain est puissant dans ce pays. L'Américain tire les ficelles dans ce pays. Et demandez à n'importe quel haïtien, qu'il soit militaire, qu'il soit homme d'affaires, qu'il soit professionnel ou autre, son horizon est américain. Si l'Américain donne le feu vert au projet est bon, si l'Américain dit niet, le type hésite, il ne se engagera pas. L'Américain est puissant. Et c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Si cette puissance, nous devons en tenir compte, mais cette puissance peut s'employer aussi à bon escient, si nous la guidons. Au lieu de faire une invasion de 20 000 hommes au coût de 2,5 milliards de dollars, pour pouvoir ensuite dire, nous avons chassé des militaires affreux et il n'y a pas eu un seul GI de tuer. Mais écoutez, vous n'avez pas eu un seul GI de tuer, c'est qu'il n'y avait pas d'adversaire. Vous avez fait une invasion de 20 000 hommes à 2,5 milliards et pas un seul GI de tuer, donc il n'y avait pas d'adversaire. Vous avez fait une invasion extraordinaire, sans adversaire, premièrement. Mais deuxièmement, vous avez fait partir les militaires. Mais l'Américain avait les moyens de faire partir les militaires sans l'invasion de 20 000 hommes de troupes à 2,5 milliards de dollars. Écoutez, mais ces gens étaient subordonnés, dépendants de l'Américain. L'Américain aurait pu nous débarrasser des militaires, autrement que par toute cette formule d'occupation du pays. Nous le disions. Nous avions pris position ouvertement à cet égard. Nous avons dit, mais le départ des militaires est condition sine qua non de la démocratisation. Mais pas au prix d'une invasion militaire pour nous imposer une solution politique, le retour d'Aristide. Comprenez bien, quand on dit l'Américain est tout puissant, mais il faut essayer aussi de tirer parti de cette toute-puissance et faire les choses dans un sens qui soit moins dommageable pour nous. C'est 2,5 milliards de dollars au service du gouvernement haïtien. Mais nous, au pouvoir, recevons 2,5 milliards de dollars, le pays était sauvé. Or, on a fait une opération de 2,5 milliards pour rien, mais seulement pour rien. Ayons le courage de le dire. Nos amis américains nous permettront d'être véridiques pour faire reculer le pays. Peut-être que c'est ça Américain ont voulu. Non, je ne pense pas qu'il y a eu validité de nous faire reculer. Mais je dis voilà, 2,5 milliards de dollars dépensés et pour nous faire reculer. Vous faites remonter la crise actuelle à 1982. Pourquoi cette date? Ah, parce que je veux attirer l'attention des Haïtiens que c'est la date coupure. Vous avez les Haïtiens, c'est pas seulement les Haïtiens, il ne faut pas blâmer les Haïtiens. De manière générale, on se remet aux dates politiques. Le départ de Duvalier en 1986, donc la coupure en 1986, ce n'est pas vrai. La coupure se fait sous Jean-Claude, avec l'échec de l'expérience économique de Jean-Claude. Échec de l'expérience économique de Jean-Claude et politique aussi d'ailleurs, qui commence dans les années 80, mais s'exprime en 82 par la conversion de statistiques qui étaient positives, c'est-à-dire favorables, à des statistiques qui deviennent négatives, c'est-à-dire défavorables. Et à partir de 82, c'est la dégringolade, et le reste, c'est la suite logique. 86
est un incident politique, une péripétie politique. La vraie coupure, c'est 82. D'ailleurs, même au niveau politique, n'oubliez pas qu'à partir de 82, vous avez eu en Haïti une tentative de Jean-Claude de se démarquer du régime paternel en politique et de nous donner même une nouvelle constitution. Vous vous rappelez les dispositifs constitutionnels nouveaux? La coupure, c'est 82. Et quand on regarde les statistiques que j'ai publiées, vous voyez clairement que c'est là que se trouve la coupure. Et que tout le reste, c'est la même phase, une phase jean-claudienne et ensuite une phase post-jean-claudienne. Parce que déjà, à partir de 82, c'est une phase post-totalitaire. Voilà le mot que les Haïtiens ont oublié. François Duvalier, c'était la phase totalitaire. Jean-Claude a essayé de maintenir, à travers une expérience économique, mais maintenir le système répressif. À partir de 82, il a senti la nécessité de la libéralisation. Il ne pouvait pas la faire. Je l'ai dit, le fils du tigre ne peut pas devenir végétarien. Donc à partir de ce moment, commence véritablement une nouvelle ère et nous sommes dans les affres de cette ère de décomposition générale de la société traditionnelle. La mondialisation maîtrisée, c'est le terme que vous employez à la page 233 de votre livre. En effet. Et pour cette maîtrise de la mondialisation, vous la faites en 13 points. Le premier point, vous pensez qu'il y a un capital indigène qu'il faut associer aux capitaux étrangers. Définitivement. Cette association est viable? Nécessairement. Vous comprenez, nous avons pris le chemin contraire. Là encore, voilà que les choses haïtiennes sont extraordinaires. Nous avons pris le chemin contraire. Les Américains sont venus et nous ont dit, j'espère que les Haïtiens n'ont pas oublié parce qu'on n'en parle plus aujourd'hui, qu'il faut, pour sauver Haïti, notamment par la privatisation, appliquer un principe qu'ils ont appelé le principe de la discrimination à l'envers. C'est-à-dire qu'on va écarter le capital national au profit du capital étranger. Ça a été même une suggestion d'une société financière internationale. Écoutez, mais non, on ne sauve pas un pays sans ses fils. S'il y a un capital haïtien, il faut que ce capital haïtien soit associé au développement futur d'Haïti. C'est clair. Donc là, ou en opposition totale avec le site de la Toto qui dit que nèg sa yo pas doué la donne encore. Écoutez, vous savez à quel titre on veut les chasser? Je ne comprends pas, je pose la question. Oui, mais à quel titre on veut les chasser? On veut les chasser premièrement, dit-on, parce qu'il y a eu de la corruption, etc. Mais la corruption est externe aussi. Une bonne partie de notre corruption est importée. Le système américain fonctionne aussi à base de corruption. Ou bien on dit parce que le système étranger. Il dit parce que rien. Deuxièmement, leur inefficacité. Yeah. Mais attention, leur inefficacité. Il faut bien comprendre. Nous sommes au moment précisément, et c'est pourquoi je parle de nouvelle phase, nous sommes au moment d'attente de développement, où se décroche de la bourgeoisie traditionnelle, qui était rentière, usurière, jouisseuse, etc. Bon, se détache un groupe d'entrepreneurs. Nous avons un nouveau visage du capital national. Pour voir les 13 points, Président Manigas. Mais nous n'avons pas le temps de voir les 13 points. Mais malheureusement, je voudrais faire une idée générale qui est très importante pour parler de la mondialisation. Dans quelles conditions faut-il maîtriser la mondialisation? Nous nous disons ceci, en théorie générale, parce qu'il y a une théorie générale de tout ça, avant d'aborder les points. Une théorie générale. Au 19e siècle, et je viens d'insister là-dessus à Bologne, en Italie, au cours des journées d'études interdisciplinaires, il y a eu au 19e siècle, et j'aimerais que les Haïtiens comprennent cela. Il y a eu au 19e siècle la naissance du capitalisme industriel. Ce capitalisme industriel a été fondé sur la machine, donc l'usine. Et ce capitalisme industriel disait, laissez faire, régime libéral, pas de préoccupation sociale. Nous avons un marché de main-d'œuvre, nous utiliserons, ce sera bien, et comme ça on développera les choses. Ceci a créé la famine. Ceci a créé, à cause de nos zones rurales, un immense chômage. Ceci a créé l'émigration. Prenons un exemple, l'Irlande, dont on vient de rappeler, dont on fait l'illustration. Famine irlandaise, misère irlandaise, émigration irlandaise aux États-Unis. On peut prendre l'Italie, voilà le coût. Mais cependant, qu'est-ce qui s'est passé avec ce capitalisme industriel qui au départ était sauvage et libéral? Eh bien, on l'a amendé à la suite de l'essor des mouvements de justice sociale, à la suite des essors des idées de justice sociale, syndicalisme, christianisme social, socialisme, etc. On a amendé ce capitalisme au point qu'on a introduit la sécurité sociale et on a abouti à des sociétés à peu près d'équité sociale. Maintenant, aujourd'hui naît un nouveau capitalisme. Tout aussi sauvage. Ben voilà, c'est un capitalisme nouveau, un capitalisme de services et de communication, fondé sur l'information, l'informatique. Ce capitalisme nous dit libéral, partout,
Le capitalisme se présente comme sauvage, force du marché, etc. Irrésistible, laissant de côté ceux qui ne peuvent pas, les laisser pour compte, ceux qui ne peuvent pas. Bon, on a le chômage, à nouveau, spectre du chômage, la misère, etc. Le reconnaissent les Américains eux-mêmes. Alors qu'est-ce qui va se passer? Ben voilà pour nous le problème. Pour maîtriser la mondialisation, car aujourd'hui la mondialisation est encore sauvage. Pour maîtriser la mondialisation, il faut un nouvel humanisme d'équité sociale à l'échelle mondiale. Un nouvel humanisme mondial. Ça prendra du temps, mais c'est la façon de maîtriser la mondialisation. En attendant cette victoire progressive, il nous faut, face à nos cascades successives d'échecs, il nous faut, nous, prendre un certain nombre de mesures immédiates, d'où les points qui sont à la fin du livre et que vous mentionnez. Parmi les 13 points, je retiendrai quelques-uns. Par exemple, vous prônez la présence d'un État régulateur, mais surtout, je retiens le 11e point, un exécutif ferme. On voit très souvent, vous, un démocrate, disons, des mains, comme on dit, une main ferme dans des gants de velours, pour ne pas dire carrément vous avez plus ou moins une tendance, non, de dictateur, non? Non, dictateur, non. Non. Écoutez, quand un homme a fait 36 ans de sa vie à l'extérieur, fuyant la dictature et combattant la dictature. Il ne renouvelle pas la dictature. Non, il y a un mot extraordinairement beau de Gaulle à cet égard. Non, non, pas à mon âge, ni dans ma nature, ni dans mon âge. Non, mais par contre... L'exécutif ferme. Non, n'évacuons pas le problème pour autant. L'exécutif ferme. Vous ne pouvez pas avoir un pays en déliquescence. C'est la restauration de l'autorité de Vous l'État? ne pouvez... Non, c'est la même chose? Non. Restauration de l'autorité de l'État pour certains signifie qu'on va faire des abus ici, des coups de force spectaculaires là, des méthodes sauvages ici et là au direction de l'autorité. Mais non, nous ne restons pas l'autorité de l'État, car une fois ces coups passés, les gens recommandent les mêmes choses. On n'a pas restauré l'autorité de l'État. Non, c'est des formules creuses. Non, ce sont des formules occasionnelles. J'appelle ça des mouvements, des sautes d'humeur au lieu de solutions. Le pays a besoin de solutions durables et pas de sautes d'humeur spectaculaires. Donc, je reviens à mon thème. Président. J'explique, non, c'est important. Président, là on a fait saute d'humeur en politique. Ça veut dire que c'est parce qu'il n'y a pas un sens d'homme d'État? Ça veut dire qu'il y a de l'inconsistance dans la prise des décisions. Ça veut dire qu'il y a de la légèreté, de la considération de tous les aspects des choses. Ça veut dire qu'il y a une situation où la responsabilité n'est pas à la hauteur des problèmes. La connaissance n'est pas là non plus. Bon, la connaissance, évidemment, bon, ça, moi, comme je vous dis, je ne connais pas ces messieurs, mais généralement, on leur attribue un coefficient très faible de compétence, non seulement de par leur trajectoire, très mais faible. de par les résultats qu'ils donnent. Je ne veux pas entrer dans ceci parce que ça va nous individualiser les choses. Exécutif ferme. Restons au terme de l'exécutif. Qu'est-ce que vous entendez par exécutif ferme? Je vais vous le dire. Vous annoncez quoi? Je vais le justifier. Vous comprenez? Dites-nous d'abord ce qu'il est, ne le justifiez surtout pas d'abord. Ah, il faut d'abord le justifier. Si on construit une maison, c'est d'abord la fondation. D'accord. Ensuite, l'édifice. Nous besoin d'exécutif ferme, mais dis-nous ça lié. Mais quittez monsieur Côte. Pour pas cacher nous. C'est très important. Vous savez, la démocratie a des étapes. J'ai développé, dans une publication faite par le centre de Washington, le Center for Strategic and International Studies, j'ai développé une étude dans laquelle je dis qu'il y a 3 étapes de la démocratisation. Il y a une première étape qui est l'étape d'entrée dans le processus de démocratisation. Et je caractérise cette étape. Je donne les caractéristiques fondamentales. Ensuite, une deuxième étape où c'est la démocratisation mûre, fonctionnement des institutions, etc. Je donne les caractéristiques. Et enfin, il y a une troisième étape où il y a la démocratie achevée, le couronnement de la démocratie. Très peu de pays y sont. J'y mets les pays scandinaves et l'Angleterre, pas plus. Les États-Unis, je veux les États-Unis dans la deuxième étape. Et nous devons entrer dans la première étape. Voilà la chose. Voilà ce qui est important. Ça signifie quoi? Il faut faire respecter la vie. Ah, c'est le droit d'entrée. C'est le droit d'entrée. Faire respecter la vie. Faire respecter les droits fondamentaux. Faire respecter la liberté fondamentale. Avoir des élections vraiment honnêtes et démocratiques. Et assurer un passage d'un pouvoir à un autre, dans les 2 cas, par élection vraiment démocratique. Bon, Haïti est candidate à rentrer dans cette première phase. N'y est pas encore.
les dernières élections viennent se faire, c'est clair, ne correspondait pas à ce critère, à ces exigences démocratiques. On n'y est pas encore. Ça signifie quoi? Ça signifie que pour entrer vers ces bienfaits de la première étape, il faut non pas une autorité laxiste, déliquescente, qui permet des poches ou des ferments d'anarchie ou des initiatives individuelles d'anarchie, mais il faut une autorité, au sens, je dirais au sens latin du terme, au sens latin original, auctoritas. Auctoritas, il y a quelque chose d'auguste, de prestigieux. C'est la raison pour laquelle la fonction de chef de l'État doit être entourée de prestige. C'est pas le cas maintenant? Écoutez, vous vivez comme moi les temps que nous vivons et vous ne pouvez pas dire que actuellement la fonction présidentielle est entourée de prestige. Moi, je pose les comportements n'incitent pas au prestige. Quoi, par Peuvent exemple? inciter à autre chose, Quoi, par mais exemple? pas au prestige. Quoi, par exemple? Écoutez, il y a une chose qui est importante. Quand on est chef de l'État, on a la responsabilité suprême du bien de la collectivité. Et comprenez bien, quand je parle de auctoritas, auguste, dit, responsable, torturante pour celui qui exerce le pouvoir, à cause des exigences et des responsabilités. Donc dictature éclairée? Non, mais pas du tout. La dictature, ça signifie le bon plaisir du chef. Ici, c'est la soumission du chef aux exigences du bien commun, mais avec l'énergie pour faire respecter ce bien commun et les exigences de ce bien commun. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas laisser faire n'importe quoi. Chacun tire à U et à dia, surtout dans une situation de misère. Il faut de l'ordre. Mais l'ordre, ce n'est pas un ordre injuste, c'est l'ordre qui recherche la justice. Chercher la justice. Ah, c'est important. Et pour nous, là, c'est cette force de la loi, cette autorité des normes et des règles qu'il faut faire respecter. C'est l'ABC du pouvoir présidentiel. Dans un pays comme Haïti, où tout s'en va à volo, où tout est dans l'liquescence, où chacun croit qu'il peut satisfaire ses besoins selon ses intérêts sans normes, il faut une autorité centrale, non pas au service de l'injustice et des abus, mais une autorité centrale au service du bien commun pour faire respecter des règles claires, valables pour tous et non pas valables pour certains, tandis que d'autres peuvent violer ces normes indéfiniment à leur profit. Donc c'est pourquoi il faut une autorité. Une autorité, mais qui soit accompagnée de prestige, qui soit accompagnée de crédit, qui suscite la fierté et l'adhésion. Quand je fais quelque chose, même si je le fais d'une manière autoritaire, et je dis, j'explique, c'est pourquoi je faisais l'anticonservationnel, j'explique pourquoi je le fais, dans le sens du bien commun. Les gens disent, ah mon cher, c'est vrai, oui, vous avez raison, mon cher, nous sommes d'accord avec lui. Mais c'est ça la différence. Il faut un exécutif ferme, parce que nous sommes en période d'anarchie. Il faut faire fonctionner les institutions, faire respecter les normes, faire triompher la justice. Président Pour ça, Maniga. il faut de l'autorité morale. Président Maniga, vous avez aussi parlé dans l'un de ces 13 points d'un redressement moral. Mais revenons à la page 55 de votre livre. Vous dites que c'est le passage de la dictature à la démocratie que nous n'arrivons pas à faire. La chance avec mon gouvernement, mais j'emploierai un mot que le droit et qu'on emploie très souvent en droit. Est-ce que vous pensez, avec les élections contestées qui vous ont amené au pouvoir, est-ce qu'on peut partir d'un biais pour arriver à réussir, à cette réussite? Écoutez, comment s'est faite la démocratisation au Chili? Comment s'est faite la démocratisation en République dominicaine? Regardez l'exemple européen. Donc, Non, je veux dire par là... Donc, vous me donnez raison. Non, je ne vous donne pas raison. Non, je ne vous donne pas raison. Je vais m'expliquer. Attention. Non, j'ajoute. Je connais trop bien tout ce qu'il y a derrière des questions de ce genre pour ne pas me donner clairement ma position. Président Maniga, attention. Vous dites des élections contestées. Oui, mais dans quel sens ces élections? Non, mais j'ajoute un dernier mot. Les élections que vous avez... Je regrette. Vous allez revenir sur ce chapitre et chaque fois que j'ai un entretien, on veut revenir sur ce Président chapitre. Maniga, Écoutez, j'ai dit la vérité à ce sujet. Je n'ai pas à la répéter constamment. Président, mais puisque vous la posez beaucoup d'entretiens télévisés, je suis obligé de répéter. Une phrase. Écoutez, il y a eu un... Non, laissez-moi m'expliquer. Non, je ne vous permettrai pas d'intervenir. Laissez-moi m'expliquer. Vous avez posé une question, c'est à moi de répondre. Laissez-moi répondre. L'élection d'Aristide et l'élection de Préval est mauvaise aussi. Laissez-moi...
C'est ce que vous avez dit. Écoutez, vous avez constaté les choses comme moi, mais ne m'interrompez pas sur la réponse à ma question, parce que le public, une fois de plus, doit m'entendre confirmer les vérités qu'aujourd'hui, heureusement, il sait. Élection contestée, comment contester? Il y a eu des gens qui ont pris une décision légitime De ne pas aller de aux boycott. Ah, attention, hein, attention. Il faut bien faire attention aux choses. Des candidats qui étaient considérés comme importants dans la course présidentielle, des candidats qui étaient considérés comme pouvant gagner dans la course présidentielle, ont décidé de boycotter à la suite des événements de novembre. Donc, ils n'ont pas participé à ces élections. S'ils avaient participé, probablement, les choses auraient pris une autre allure. Mais ils ont eu une décision de boycott. Dites plutôt, si vous voulez être honnête vis-à-vis de moi, dites plutôt que j'ai bénéficié de leur boycott. Ça, j'accepte. Mais ne me dites non, parce que quand on dit la manière dont il a pris le pouvoir, j'y étais à des élections, seulement mes principaux adversaires ont boycotté. Ça m'a rendu la tâche plus facile. D'accord. Écoutez, c'est ça la vérité. C'est ça qu'il faut dire. J'emprunte votre approche et je dirais que vous avez bénéficié de leur abstention. Du boycott de mes adversaires. Du boycott de vos adversaires. Ok. Oui. Maintenant, ma question. Comme tout à l'heure, vous mettiez en cause les élections d'Aristide et de Préval pour dire que, étant donné que ces élections étaient quelque peu mauvaises, les résultats ipso facto. Ah non, j'ai pas dit ipso facto. Ah non. J'ai même eu la précaution de dire, compte tenu de leur personnalité, de leur trajectoire, de leur idéologie, et du fait qu'ils n'étaient pas à la hauteur des véritables exigences du pays. J'ai pas dit ipso facto. J'ai au contraire donné une liste de variables. Non, mais maintenant je vais vous dire, attention, ce que j'avais comme problème, c'est clair, comme problème d'élargir mon espace de soutien politique. Et c'est ce qui arrivait quand le coup d'État est arrivé. Clairement, les signes étaient là de cet élargissement d'appui du pays à mon gouvernement et à ce que nous réalisions. Maintenant, je vais vous dire une chose. N'oubliez pas que vous parlez des élections de décembre 90, une chose que je peux dire, sans coquetterie intellectuelle ni politique, c'est que moi, je n'ai jamais été vaincu par les Lavalassiens. Car quand je me suis présenté, quand j'ai voulu aller aux élections, d'abord on m'a retenu à New York de juillet à octobre pour ne pas avoir à faire de campagne électorale dans le pays. Car quand j'allais rentrer, en juillet, c'était une préparation extraordinaire à travers le pays pour m'accueillir. On m'a bloqué à New York jusqu'en octobre. Maintenant, quand je suis rentré quand même, à la suite d'une bataille vaillante de mes avocats, je suis rentré au pays. Et qu'est-ce qu'on a fait? Le CEP m'a interdit de participation aux élections. Si bien que moi, je n'ai pas été battu par les Lavalassiens en décembre 90. C'est très important. Je n'ai jamais eu à confronter les Lavalassiens pour ma part. Il ne faut pas l'oublier. Maintenant, regardez ce qui s'est passé en décembre. C'est pire que ce qui s'était passé certainement en janvier 88. Et cependant, tout le monde accepte sans rechigner la légitimité. Ce pays a une certaine c'est une malchance. À savoir que quand quelque chose de bon arrive, on le chipote, on le chicane. Quand quelque chose de mauvais arrive, on se résigne ou on applaudit. Écoutez. Président Maniga, parlons maintenant un peu de l'armée. Vous dites dans votre livre que nous n'avons pas toujours eu une armée au sens institutionnel du terme. C'est exact. On l'a eu quand? On a eu une armée régulière à partir de l'occupation américaine, c'est entendu. Avant, on a eu aussi des efforts. Par exemple, sur Salomon, il y a eu une réforme militaire avec les Gibosiers, etc. Une mission militaire française pour nous donner une armée. Mais d'autres fois, l'armée était une ossature. C'est-à-dire qu'il y avait, je l'ai expliqué dans mon livre, l'armée était composée de généraux auxquels on donnait des brevets. Et ils étaient commandants d'arrondissement, commandants de département, etc. Et pour le reste, on recrutait comme ça au hasard quand on en avait besoin, quand il fallait marcher sur Port-au-Prince ou quand il fallait défendre le gouvernement, etc. Il n'y avait pas une armée institutionnelle, une armée régulière. Par exemple, quand on a voulu imiter la France, on n'a pas pu réaliser un service militaire obligatoire comme la France l'a fait avec la Troisième République. Et pourtant, la tentation a été ici de le faire. On n'a pas réussi. Donc il faut bien comprendre, c'est à partir de l'occupation américaine, la création de la garde d'Haïti, puis transformée en force armée, que nous avons eu pendant une période près de demi-siècle, ou plus de demi-siècle, nous avons eu véritablement une institution militaire. Cependant, ce que je dis et qui est important, c'est que l'esprit militaire est universel chez nous. Ça, c'est certain. Le type de commandement qui est dans l'esprit haïtien est un type de commandement militaire. La dislocation actuelle de l'armée entraîne-t-elle, à votre avis, la dissolution véritable, automatique, et qui sera confirmée, selon vous, un jour? Oh, il faut beaucoup de temps d'ici le 21e siècle.
il faut attendre. D'ailleurs, vous savez, au début, c'était presque de l'allégresse quasi unanime que les gens avaient vu la dissolution de l'armée. Vous voyez aujourd'hui les débats sur cela. Tous les problèmes que ça pose. On commence à revenir un petit peu sur cette idée parce que c'était... Vous pouvez oser un pronostic? Oh, je ne sais pas. Tout va dépendre évidemment de la tournure politique des choses, mais il est certain que j'aurais dit que l'abolition de l'armée est définitive, est totalement définitive, si cette abolition avait eu lieu dans un cadre régional. C'est-à-dire, la République dominicaine avait l'abolition de l'armée, Cuba avait l'abolition de l'armée, etc. Alors je dis, dans le cadre d'une décision régionale, c'est une bonne chose. Mais dans le cadre d'une décision exclusivement nationale, avec le contexte régional, avec les problèmes internes, avec les failles, avec la crise que vit le pays, etc., je crois que l'abolition de l'armée pose beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre. L'armée est appelée à revenir? Oh, pas l'ancienne. Pas non, sous la forme ancienne, évidemment pas. Mais l'institution. Des forces d'ordre au service du bien commun, je crois que c'est indispensable. En juillet 1911, Anténor Firmin, vous dites dans votre livre, écrit « Ou Haïti passe sous une domination étrangère, ou elle adopte résolument les principes de modernisation. Après 2 occupations président Maniga, ces principes sont toujours de mise? » Toujours. Les principes de Firmin doivent être actualisés, bien sûr. 85 ans après, doivent être actualisés. Mais Firmin était, c'est ça l'importance de Firmin. Firmin était déjà un démocrate, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. Et il allait même, avec le 9 janvier, jusqu'à la démocratie sociale, puisqu'il parlait de l'état des masses populaires pour correspondre à une véritable démocratisation du pays. Maintenant, il va vous dire, Firmin a dit, ou bien mes principes triomphent, ou bien ce pays passe sous domination étrangère. C'est à un moment où se déployait dans la Caraïbe ce qu'on appelle l'impérialisme américain. Panama, etc. Bon, Cuba, République dominicaine, Haïti. Maintenant, puis après, Haïti, République dominicaine. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans une autre phase. Ces principes doivent triompher. Je ne dirais pas, ou bien nous passons sous domination étrangère, nous sommes sous domination étrangère. Nous sommes sous domination. Seulement, la différence, c'est qu'on ne va pas nous prendre comme colonie pour nous transformer à la manière de Porto Rico, de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est ça qui ne va pas se faire. Mais nous sommes déjà sous domination étrangère. Autrement dit, la faillite de la démocratisation nous a déjà menés à la domination étrangère. Notre problème est de savoir comment recouvrer cette partie essentielle de la souveraineté qui puisse nous permettre de décider d'une modernisation dans un contexte de mondialisation maîtrisée. C'est ça le problème. Le problème est qu'il faut être très réaliste et très pragmatique. Nous ne le ferons pas contre l'Américain, mais nous le ferons dans une négociation, disons-le, ça peut être un combat, mais un combat n'est pas nécessairement un combat armé ou un combat de confrontation, non. Ça peut être simplement, comme par exemple, il y a aujourd'hui, malheureusement, le rapport des forces n'est pas le même, entre l'Europe et les États-Unis sur une série de questions, sur la question culturelle. Actuellement, la question est en plein dans l'affaire cubaine, etc. Il y a des différends, il y a des antagonismes, il y a des initiatives qui lèsent l'intérêt de partenaire. Ce partenaire doit être en mesure de voir comment tirer parti d'une situation inégale. La seule chose que je dirais au peuple haïtien en toute vérité, c'est que nous ne pouvons pas croire que nous sommes l'égal des États-Unis et nous allons nous imposer aux États-Unis comme Tokyo peut le faire ou comme l'Europe peut le faire. Mais ça ne signifie pas pour autant que nous devons être à plat ventre. Dès que nous disons ceci, nous disons vite, vite, comme on a entendu récemment une autorité, la plus haute autorité du pays le dire parce qu'on lui avait demandé vite, vite, va le faire vite, vite. Mais enfin, on ne peut pas faire vite, vite quand on est responsable de l'intérêt national. Il faut d'abord étudier comment ça va affecter l'intérêt national avant de faire. On ne peut pas dire je vais faire vite, vite. Vous comprenez? Il y a une attitude qui est importante. Et puis je vais dire autre chose. Là, je l'ai déjà dit, c'est pourquoi je suis à l'aise pour le dire, même si ça peut au prime abord choquer, après les gens verront que comme toujours je suis un homme de vérité. Très souvent dans la vie, au niveau des individus comme des nations, on se comporte vis-à-vis de quelqu'un selon la perception qu'on a de lui. Et cette perception qu'on a de lui ne vient pas seulement de ses propres préjugés, mais aussi de son propre comportement et de sa propre attitude. Si je me trouve en face de quelqu'un dont je sais qu'il est compétent, qu'il est honnête, qu'il est sérieux, qu'il est bien intentionné, qu'il ne m'est pas hostile, mais qu'il va défendre ses intérêts par rapport à moi, j'ai une autre attitude que si je me trouve en face de quelqu'un dont je sais au départ, il est ignorant,
il est malhonnête, corruptible, il n'est pas sérieux, donc je me comporte à son égard d'une autre façon. Il y a des fois des choses que fait l'étranger ici, il ne le fait pas à Santo Domingo, il ne le fait pas à la Jamaïque, voire à Caracas ou à Santiago, parce qu'il sait qu'il a devant lui un certain type de partenaire. C'est la raison pour laquelle nous nous disons, mettons de l'ordre d'abord chez nous, faisons triompher ce qui est valable, ce qui est bien, ce qui est respectable chez nous. À ce moment-là, nous sommes en meilleure position pour négocier, même petit, même faible. Pour ce triomphe, voyons ce qu'on peut trouver chez les élites économiques. Vous dites que dans votre livre, pour ces élites économiques, une cargaison suffit à enrichir son homme. Nous sommes dans les premiers jours de l'indépendance nationale. De Dessalines à Duvalier, la véritable catégorie sociale, détentrice et bénéficiaire du pouvoir, sans l'exercer de manière directe, formelle et visible, était le bord de mer. Donc le bord de mer est responsable de ce passé toujours présent? Non. Il ne faut pas le poser de cette manière. Pas jusque-là. Non, non. J'ai dit le principal. Vous savez pourquoi j'ai dit le principal? C'est parce que certains veulent noyer le poisson. Et certains ne veulent pas dire que c'est le bord de mer. Alors ils vont inventer une affaire qu'ils appellent la Trinité, où ils mettent les grands dons et où ils mettent les militaires. Ne se rendent pas compte que les grands dons, d'abord, sont petits, sont insignifiants statistiquement, sont insignifiants encore plus graves économiquement, parce que les grands dons, écoutez, le système des grands dons en Haïti est de simple incroyable, il faut voir le métayage. Le type est propriétaire de nom, ce qu'il reçoit de sa terre, pas grand-chose et il n'a pas d'influence. Il n'a d'influence que par l'homme de la ville. Mais comment peut-on éviter cette dépendance et plutôt douce généralement du pouvoir politique face au secteur et face aux élites économiques? Ah, en les diversifiant. La diversification, c'est ça. Écoutez, si vous avez diverses élites dans un pays, quand j'entends par élite, non pas un corps qui a un privilège de droit et le garde impunément, non. Je mets beaucoup de mérite. Je parle de méritocratie quelque part, n'est-ce pas? Je mets beaucoup de mérite dans ça. C'est-à-dire que des éléments populaires peuvent constituer ces parties intégrales de ces élites. Si vous avez des élites intellectuelles qui jouent leur rôle, si vous avez des élites politiques, avec des leaders politiques, de véritables partis politiques qui jouent leur rôle, si vous avez des élites économiques, mais si vous avez des élites professionnelles, vous comprenez, ce sont des secteurs qui doivent arriver à l'âge de la modernité de manière à concevoir le bien public par suite d'une espèce de seule élite domine. Cette élite ne voit que ses intérêts et cette élite ne pense pas en termes de consensus, mais plutôt en termes de dépendance des autres secteurs de la société. Tandis que si vous avez différents secteurs qui sont représentés par ce que j'appelle les élites, c'est-à-dire des éléments tirés de ces secteurs, éclairés, responsables, actifs, participatifs, et qui savent représenter ces intérêts-là, maintenant avec les autres autour de la véritable table. Alors quand nous disons table ici, nous parlons de table au sens sérieux du terme. C'est pas bon table. Pas au sens sérieux du terme. Non, non, parce que écoutez... Il y en a d'autres qui ne sont pas sérieux là-dessus? C'est évident. Comment ça? C'est évident. Comment? Écoutez, d'abord, si vous parlez de table, c'est que vous parlez de négociation. Or, qu'est-ce qui se passe? Vous ne pouvez pas venir à la table de négociation en ayant tout. Si nous devons jouer aux cartes autour d'une table, vous allez distribuer les cartes. Les cartes doivent être distribuées pour qu'on puisse jouer. Mais si vous avez toutes les cartes, vous prenez toutes les cartes, vous accaparez toutes les cartes et vous dites venir au bord de la table. Donc vous demandez à un homme politique de partager le pouvoir? Pas de partager le pouvoir. Qu'il y ait des partenaires du système politique. Car quand un partenaire du système l'emporte, il a le pouvoir. Mais ce que je dis, c'est qu'au départ de la dévolution du pouvoir, il faut qu'il y ait une distribution des cartes, ce qui n'a pas été fait l'année dernière au cours des élections. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de jeu politique. Il y a une formule politique qui, parce qu'elle est seule, se parcellise, se morcelle, se divise, s'antagonise entre soi. Tandis que le jeu démocratique est un jeu compétitif. S'il y a compétition, c'est qu'il y a plusieurs coureurs, c'est qu'il y a plusieurs partenaires. Alors, c'est pourquoi nous disons la solution politique haïtienne. Mais comment expliquer que... C'est qu'il faut une nouvelle donne. Comment expliquer qu'en dépit de toute faiblesse à eux, messieurs demeurés, populaires, les seuls... Non? Oh, mon cher, vous savez, je suis un scientifique. Et je demeure un scientifique dans tout ce que je fais. Apportez-moi les données de cette popularité. Car même à l'époque de l'apogée aristidienne,
Aristide n'avait pas la majorité du peuple haïtien. Vous Il parlez, avait la plus importante minorité du vous peuple parlez haïtien. beaucoup plus d'Aristide que de Préval. Aristide est parti, c'est Bon, mais Préval qui Préval, est... écoutez, oui, mais Préval, enfin, si j'en crois Ça les passe, propos, si j'en crois les propos, Préval lui-même, il paraît, je ne le connais pas, il paraît que c'est un peu sans rire. Ça veut dire quoi? Il paraît qu'il peut dire des choses comme ça, on est leur sérieux pour faire rire et qui sont des vérités. Il paraît qu'il aurait dit à un commerçant qui lui disait, ah mon cher, à cause de popularité, il dit, ah mon cher, on connaît bien pas populaire. Enfin, on lui attribue ce propos, c'est peut-être pas vrai, c'est une blague haïtienne, les Haïtiens sont extraordinaires d'humour. Mais écoutez, non. Non, écoutez, non. Quand on parle aujourd'hui de la situation haïtienne, je crois que on ne peut pas parler en 1996 en termes de 90, en termes de décembre 90. Écoutez, vous êtes un animateur de médias, il y a les stations de radio, il y a les journaux. Voyez ce qui se dit, voyez les critiques qui se font. Comment peut-on parler, évoquer les données de 90? Vous êtes quand même, vous n'êtes pas du tout gentil avec les hommes politiques. Vous dites que ils n'ont aucun sentiment moteur d'abnégation pour faire avancer les affaires du pays à la page 66 de votre livre. Et vous dites plus loin, ce sont des leaders bluffeurs et opportunistes. Attention, je dis ceci qui est vrai, que tout le monde dit, que tout le monde constate. Mais j'ai dit aussi... Venant de vous, c'est sévère. Ah, mais écoutez, je suis toujours l'homme de vérité. Mais j'ai dit aussi, parce qu'il ne faut pas détacher les phrases de leur contexte. Ah, c'est ce que je fais. J'ai dit aussi au début du même passage, qu'il y a parmi eux beaucoup d'hommes de valeur qui probablement doivent continuer à l'être. Je dis, il y a parmi eux beaucoup d'hommes qui ont fait des sacrifices, parfois même de leur vie. Et j'ai dit, pour commencer le paragraphe que vous citez, car heureusement j'ai bonne mémoire, pour commencer le paragraphe que vous citez, j'ai dit ceci: les hommes politiques ne sont pas plus coupables que le reste du pays, ils sont à l'image du pays, seulement ils sont plus en vue et on voit leurs défauts, mais ce sont les défauts de la collectivité. Non, mais science politique a dit que c'est une politique pour qui va le ton. Oui, donc il faut donc bien... Parce que c'est un jugement équilibré que je porte. Regardez, si vous me dites, voici les défauts de la classe politique, mais j'ai dit quelles étaient les qualités aussi. Donc il y a un équilibre entre qualité et défaut. Je dis ceci, que cette classe politique n'a pas été à la hauteur de la conjoncture quand nous saurions trouver la solution de la démocratisation après 10 ans. C'est ça. Après 10 ans, ça c'est ça le constat. On a essayé de faire un petit hit parade de la situation politique. Oh, non. On pas fait ça. Non, pas moi. Pas vous. Pas moi. Non. Je ne vais pas me discriminer. Bon, on nous fait. Il y a des hommes de valeur. On nous fait l'autre genre. Et si nous avons une projection pour le pays, est-ce qu'on pense aux prochaines élections à bien de meilleures têtes qui paraissent ou bien à bien même raz-de-marée et disons... Il y en a qui s'accrochent et qui continueront de s'accrocher en dépit de toute vraisemblance. Ce qu'on a appelé durement les hommes partis, eh bien, continueront probablement parce que c'est la seule façon pour eux de compter dans l'esprit public et essayer de décrocher quelque chose. Les hommes partis en Haïti, c'est qui? Bon, alors je ne sais pas, on a parlé de ça dans les journaux, on a parlé de ça récemment dans des articles de presse, on a parlé des hommes qui seraient eux-mêmes leur parti. Bon, maintenant, il y a d'autres qui ont des petits partis. Je crois que quelqu'un les a appelés des particules, méchamment. Eh bien, ces petits partis continueront aussi parce qu'ils ont leur fonction. Les petits partis, à votre avis, c'est qui va? Ils ont leur fonction, ils ont leur rôle, et seulement ils n'ont pas de Président, champ de je constate pouvoir. que vous ne répondez plus aux questions. Non, je développe ma pensée, et je tiens à continuer à développer ma pensée de la logique de cette pensée. En Amérique latine, on dit qu'ils n'ont pas de option de poder. Ils savent qu'ils n'ont pas d'option de poder. Cependant, ils continuent à vivre parce qu'ils ont plus une fonction. Maintenant, il y a des partis qui ont une option de poder. Donc, pour pouvoir décrocher un poste un jour, des partis sérieux. Seulement, il se peut que surgissent de nouvelles têtes. C'est possible. Parmi les partis sérieux, vous citerez qui? Ce que je veux dire, écoutez, si je cite parmi les partis sérieux, ça signifie que les autres ne le sont pas. Vous comprenez? Disons BAM 4. Mais non, je ne vais pas vous donner 4. Écoutez, à l'époque où l'IRI et le NDI... Donc c'est étranger encore pour qu'il vienne faire classement? Non, c'est pas l'étranger qui a fait classement. Mais bon, il y a classement étranger fait. Attention, c'est pas étranger. Pour qu'ils soient pas étranger nous-mêmes? Non, parce que moi-même, moi impliqué dans la lutte politique, et me pas voulu que l'homme dit un tel sont bons leaders politiques, ça signifie que les autres ne sont pas bons leaders politiques. Non, c'est une question de justice et c'est une question de politique. Car nous avons besoin de tout le monde dans la bataille qui va venir. Nous avons besoin de tout le monde. En Haïti, il y a un problème qui est important. Aux États-Unis, il y a deux personnes qui gourmets et puis après, ils ont main. En Haïti, lors d'un bagage qui meurtri, qui blessé, il y a un monde qui ont dents et ça va empêcher une action nécessaire. Ouais, ça pétition avec des salines fer. Il y a gourmet dans la guerre du Sud, l'une contre l'autre, 2 ans avant.
et 2 ans après, une baille l'autre, mais gourmand sans point de balance là, c'est rare pour voir ça répéter. Mais ici, pas même fait ça qu'on y a. Eh bien, parce que Le recul est partout. ah, le recul est partout. Le recul est partout, c'est évident. Alors, si vous voulez, qui me dit, mais ça, monsieur, te dit, même, il te dit, la balance, évidemment, il te dit FNCD à l'époque, par contre, je te dis ça toujours. Bien différent. Il dit Pampra, oui, parce que pas de quoi gagner tout bas qui passe. Il te dit Pampra, il te dit Conacom, il te dit LNP. Ou en 5e position? Non, je cite en 5e position. Pas dire en 5e position. Parce que je ne sais pas si bagaille. Vous ne pas connaître, il y a 2 enquêtes qui font de popularité. Ou les sûrement, puisque je connais des disciples de la presse. Ou connaissez très bien côté de. En quelle position? Avant Privat. Avant Privat? Ah, ou pas connaître ça, ou pas connaître, cherchez-les. Cherchez-les. Ce n'est pas moi qui fais, c'est l'étranger qui fait. Et laissez me battre candidat, Privat de candidat. Alors, mais donc Préval a bénéficié de votre abstention. C'est possible. Ah mais oui. Ah mais oui. Et de l'abstention des autres aussi, mais bien sûr. Mais la différence, c'est que c'est eux-mêmes qui mettaient nous en condition de ne pas participer en nous excluant. Ah, mais différence là. Son jouet qui fait comme ça pour ça passer, j'en passe là. Et puis après, je dis, ah, je support, je support. Ah oui, mais ça fait au départ, l'empêche au support. Président Manigal, il était 1 minute, qui soit rien dans la vie? Tout le bagaille. Toute bagaille? Toute bagaille. Parce que je m'estime que nous pas bon bagaille au gain, son pas payé un prix là-dedans. Sac mauvais, je considère comme le prix de sac bon comme gain. Qui soit raillé? Oh, la méchanceté des hommes. Non pas leur faiblesse, au point de moi, pour leur faiblesse, nous avons aidé à corriger. Mais la méchanceté des hommes. Nous qu'on arrive dans des cas où moi des gens, c'est méchanceté pure qu'on fait. Est-ce qu'on a l'impression que... Et me poser peut-être la question pour qui ça? Est-ce qu'on a l'impression actuellement où c'est les Haïtiens le plus cultivés? Oh, comment tu as fait tout comme ça? Si je te dis ça, je ne peux pas moi-même qui dis oui. Mais si je te dis, si je t'abonne dans ce sens, je ne peux pas cultiver, mon cher. Je connais tout ça, je ne peux pas connaître. Je ne sais pas les autres si on connaît tout ça, je ne pas connaître. Mais moi, je connais tout ça, je ne pas connaître. Seulement, pour parler très sérieusement, je ne vois pas comment on pourrait parler des hommes cultivés de ce pays sans le citer, c'est évident. Parce que, écoutez, c'est rare de voir. Sans vous citer, c'est une première. C'est rare de voir. Moi, un Américain me l'a dit à la rue Saint-Guillaume un jour. Sans vous citer. Il m'a dit, écoutez, est-ce qu'on rend nous compte que c'est le premier noir qui enseigne à Sciences Po, de toute l'histoire de Sciences Po? Je dis, mais oui, je connais ça, mais c'est pas une grosse affaire. Je professeur en Sorbonne, je professeur à l'école des hautes études internationales. Pourquoi les Haïtiens font ça? C'est-à-dire que dans le domaine PAM, je fais des bagailles que d'autres Haïtiens dans le domaine PAM, ils fait. C'est-à-dire qu'il faut faire une série de domaines, et on dit, bon, dans le domaine PAM, je vais résultat ça qui de première grandeur, mais dans l'autre domaine, on nomme comme Pierre Sylvain. Il était l'un des premiers spécialistes mondiaux du café. Alors, écoutez, Haïtien qu'on arrive dans dire, si bon Dieu aide grâce à l'intelligence qui bon au départ, et trajectoire, moi, arrive au plus haut niveau. Pourquoi dans bon Dieu? Haïtiens arrivent dans le plus haut niveau, et me citer Pierre Sylvain pour café. Pourquoi dans bon Dieu? Ah oui! Dans la jeune génération d'Haïtiens, qui est un nègre très brillant, par exemple, ou pas? Ah, mon cher, je ne pas dire ça, parce que d'abord, par contre, tout, c'est l'un des problèmes. Non, mais au moins, il y a un qui est tellement percé qu'on a fini. Non, non, pas faire pas comme ça. Non, pas faire. Il y a une jeune génération intéressante. Je connais quelques-uns là-dedans, même pas dire une qui pire. Parce que Haïtien aime trop ça, c'est moi pire. Ou une bonne mentalité de Cassius Clay. Monsieur le plus grand, monsieur le plus beau, monsieur le ceci. Mais non, 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 non. Président Maniga, vous êtes un abîme de savoir. Mon Dieu! Pour répéter Rabelais. Pas si je me ça, je me perdu tête, mais oui, il y a tête sur mes épaules. Pour répéter Rabelais, vous êtes un abîme de savoir. Mon Dieu. À quel moment, à quel niveau vous sentez-vous avoir échoué? Je ne me sens pas encore avoir échoué, mais je sens avoir raté des chances sérieuses de réussir. Je situe une première avec Duvalier, parce que nous constituons une équipe qui était l'équipe de modernisation du pays. Ah, ça c'est certain. J'en parle dans mon livre. Et nous avons raté cette chance parce que Duvalier nous a balayé. Il a été plus fort que nous. Il faut le reconnaître. Ensuite, j'ai raté une chance de réussir quand j'étais au pouvoir, parce que si j'avais fait 6 mois au pouvoir, on n'aurait pas été renversé. Donc j'ai été renversé 4 mois après. Et là, c'est dommage, non pas pour moi, parce que, bon, mon égo, j'étais déjà président, je suis un ex-président. Bon, quelqu'un disaient, de la famille Maniga, on voulait être président, je suis arrivé président. Bon, mais cependant, c'est clair que ce n'est pas un problème personnel, c'est un problème national. Je crois que le pays, je m'excuse de le dire, tout à l'heure je ne voulais pas faire d'avantardise, maintenant ce n'est pas d'avantardise, mais c'est sur le refus d'une modestie bête. Je crois que le pays a perdu avec moi une des rares chances du XXe siècle.
J'essaie de voir avec qui d'autre, et je ne vois pas. Firmé au début, peut-être estimé dans la ligne, mais je sais ce que l'équipe gouvernementale avait comme projet de développement de ce pays. Et je dis c'est dommage, car je le répète, nous ne serions pas dans cette situation. Maintenant, échec, j'ai mené 2 carrières. Peut-être que si j'avais mené une seule, de manière monolithique, par exemple la carrière simplement de professeur d'université, je ne sais où je serais maintenant. C'est possible. Mais ce n'est pas un échec, parce qu'à partir de certain moment, arrivé à un moment de ma carrière que j'ai estimé être le point culminant de ma carrière, parce que, écoutez, je n'avais jamais pensé dans ma vie, je dois le dire, que j'aurais été professeur en Sorbonne. Jamais. Assistant, peut-être, que les choses, maître de conférence, comme je l'avais été avant, mais là, j'ai été professeur titulaire de première classe. Et là, en charge de cours d'agrégation et de licence. Je crois que c'est important. J'étais professeur à l'école des études internationales de Genève, qui est l'une des plus brillantes écoles de formation internationale du monde, disons-le. Et là, j'ai été respecté partout, professeur de première classe. Donc, je crois que je me suis dit, bon, basta dans ce domaine. Voyons, dans le temps qu'il me reste à vivre, ce que l'homme qui est arrivé là peut faire pour son peuple, d'accord avec son, compris par tout le monde. J'ai été détesté par certains du simple fait que j'existais. Mais je crois que ce qui est en train de se passer maintenant me réconforte. Ou bien les 3 instruits pour payer? Non, pas dit ça, non. Comme on disait de Firmin? Non. On commence à se rendre, on est assez avancé à se rendre compte de ce que nous voulions faire. Et j'entends partout des choses qui, non seulement me réconfortent, mais me dynamisent. Je sens que ce pays pense que je peux encore donner quelque chose, que la chance existe, que je retrouve le peuple haïtien dans un travail collectif de chantier de reconstruction nationale. Et c'est ce qui me tient dans la lutte politique. Je crois Donc que... vous seriez la chance qui repasse? Pourquoi pas, si ce pays doit avoir une chance comme la mienne. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui peut faire ce que je veux faire, eh bien le destin aura voulu que ce soit quelqu'un d'autre. Mais si c'est moi, je suis disponible, je suis prêt. Je me prépare en tout cas, je continue de me préparer. C'est pourquoi je dis aux miens, préparons l'avenir. Président Maniga, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci. Bon, on va voir. Quand est-ce que vous passez? Demain soir. C'est demain soir? Oui. Oh, je pensais que c'était plus tard que ça. Il faut Non, que j'avertisse. À quelle heure? 9h30. 9h30. Bon, il faut que j'avertisse.